santé. Pendant le ramadan, les marchés s'animent autour des pâtes de bœuf, de mouton, devenus incontournables. La forte demande et les négociations attirent une clientèle fidèle et reflètent les habitudes culinaires populaires. Droit des détenus, une réponse concrète avec le projet Passerelle financé par l'Union européenne à hauteur de 1,376 millions d'euros, soit plus de 902 millions de francs CFA. Ce programme de 2 ans entend consolider les mécanismes de protection des droits humains et réduire la surpopulation dans les prisons maliennes. Jeûne et santé, ce qu'il faut savoir pendant le ramadan. Si le jeûne présente de nombreux bienfaits pour l'organisme, certaines personnes ne peuvent toutefois pas l'observer en raison de leur état de santé. Élément d'éclairage dans Focus Santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Nous ouvrons ce journal à primature où le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu successivement ce matin l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali et celui de la République islamique d'Iran. Le diplomate iranien est venu présenter sa feuille de route et réaffirmer la volonté de renforcer la coopération bilatérale. Quant au 19e ambassadeur de la Chine au Mali, les échanges ont porté sur les nouvelles impulsions à donner au partenariat stratégique sino-malien. Le point avec Mamadi Kone et Alou Touri. Après la présentation de ces lettres de créance au président de la transition, le nouvel ambassadeur de la République de Chine au Mali est venu rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. Entre le Mali et la Chine, ce sont 5 ans de coopération dans divers domaines comme les infrastructures, l'énergie, la culture, la santé et la défense. Les deux personnalités ont salué l'élévation des relations entre les deux pays au statut de partenariat stratégique. Le Premier ministre a salué la sincérité et la constance de la partie chinoise et son appui constant à la lutte contre le terrorisme au Mali. Le chef du gouvernement compte également sur la Chine dans les instances internationales pour donner du relief à la dénonciation des sponsors internationaux du terrorisme. Monsieur le Premier ministre et moi ont procédé à un échange approfondi sur les relations bilatérales. Nous sommes convenus de renforcer la coopération dans les domaines d'infrastructure, l'énergie, la santé et l'agriculture. Donner de nouvelles impulsions au partenariat stratégique sino-malien. Autre partenaire du Mali reçu par le Premier ministre, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Mali. Les diplomates nouvellement accrédités dans notre pays est venu partager avec le Premier ministre le contenu de sa feuille de route. Une feuille de route qui s'articule autour de 4 domaines, dont la coopération avec les pays de la Confédération des États du Sahel. L'objectif de son visite de ce matin, c'est de pouvoir permettre de renforcer les relations entre les deux pays. Et leur domaine prioritaire de coopération, c'est 4 points. Pour le moment, le premier, ça concerne de coopérer avec les États du Sahel. Le deuxième, ça concerne la défense et la sécurité. Et le troisième, ça concerne la tenue des commissions mix Mali-Iran à terrain. Et le quatrième, c'est de renforcer les relations technologiques. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué l'excellence des relations entre ces deux pays et le nôtre, ainsi que leur volonté de renforcer davantage cette coopération multiforme avec le Mali. Et le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a effectué ce lundi une visite de prise de contact au Conseil des collectivités. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un nouveau partenariat destiné à renforcer l'engagement du processus de refondation de l'État au Mali. Le ministre affirme avoir reçu l'assurance du président de l'institution quant à son engagement à soutenir la mission qui lui a été confiée par les plus hautes autorités. Pour plus de détails, écoutons le ministre Dr Yaya Goulogo au micro de Djemba Moussa Konaté. Notre pays est engagé dans un processus de refondation. Alors, rendre une visite de courtoisie à l'institution dédiée à la décentralisation est plus que normal. Et vous avez vu la qualité de l'accueil. Le gouvernement se doit d'entretenir ces bonnes relations, de réfléchir sur un nouveau cadre de partenariat pour accompagner le processus de refondation. On a pu avoir des assurances de M. le Président du Haut Conseil des collectivités, des conseillers nationaux aussi présents et les membres de son bureau. Donc nous sortons très rassurés
n'est-ce pas, de ces échanges et nous comptons être à hauteur de mission pour qu'on puisse ensemble refonder l'idée qu'on se fait des institutions dans notre pays. Et c'est cela, je crois, le plus important. Et les plus hautes autorités, n'est-ce pas, du pays fondent beaucoup d'espoir sur ce type de relations. Nous nous sommes engagés pour ce faire. Donc, il faut qu'on travaille à ce qu'il y ait moins de cloisonnement, que les institutions puissent se parler et que du résultat de ces échanges, de ces interactions, qu'on puisse avoir une refondation réussie. Les artisans de la région de Koulikoro ont reçu ce lundi des kits solaires offerts par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. 10 bénéficiaires issus de divers corps de métier sont concernés par cette initiative inscrite dans le cadre des œuvres sociales présidentielles. Boubacar Sissoko. Ce sont au total 10 kits solaires composés de panneaux photovoltaïques et de batteries au lithium qui ont été remis aux artisans de la ville de Koulikoro. Cette dotation s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cet appui vise à renforcer l'autonomisation énergétique des bénéficiaires et à accroître leur capacité de production. Ces kits solaires sont désormais entre vos mains. Ils constituent une opportunité, mais aussi une responsabilité. Il vous appartient de les utiliser avec rigueur, professionnalisme et esprit d'innovation afin de renforcer vos activités, créer davantage de valeur ajoutée et inspirer la jeunesse de la commune. Ces kits solaires représentent une véritable opportunité pour les artisans bénéficiaires. Ils leur permettront de faire face aux exigences de la commande publique et d'améliorer leur rendement. Avec les délestages, vous savez, on a l'électricité peut-être la moitié de la journée, que ce soit la nuit ou bien le jour. Aujourd'hui, on peut travailler du matin jusqu'à demain. Ça dépend de la clientèle. Donc ça voudrait dire que si on peut travailler en temps plein, ça veut dire que tu peux générer beaucoup de ressources. Grâce à ces installations, les artisans gagnent en crédibilité auprès de leur clientèle. Ils pourront désormais honorer leurs engagements en livrant les commandes dans les délais requis. Cette donation, je pense que ça va nous permettre beaucoup, au moins de pallier à beaucoup de situations comme le délestage, les faux rendez-vous et autres choses là. Donc je suis très sûr que cette donation qui nous a été faite par le président de la République sera vraiment l'occasion pour les artisans vraiment de faire des produits de qualité et dans un bref délai. Ces kits solaires nous permettent de travailler efficacement. Nos machines fonctionnent à l'aide de courant. Maintenant, nous pouvons travailler en plein temps, même la nuit. Nous remercions le président Assimi Goïta pour cet appui très important. Nous allons tout faire pour jouer notre partition. À travers ces œuvres sociales, le président de la transition entend accompagner toutes les couches socio-professionnelles pour une participation active à l'édification du Mali Kourois. Le président de la transition à Bamako a offert 200 kits solaires aux artisans afin qu'ils soient plus autonomes. Cette fois-ci, c'est la phase des régions qui commence par Koulikoro. On a installé 10 kits solaires à Koulikoro. Ces kits solaires comprennent des panneaux, des batteries, des onduleurs et accessoires. Tout ça, c'est afin que les artisans soient plus performants et qu'ils puissent relever le défi. Le secteur de l'artisanat, lorsqu'il est bien structuré, constitue un important pourvoyeur d'emploi. Une seconde phase est d'ailleurs envisagée, celle de la formation qualifiante afin de renforcer davantage les compétences des artisans. Le président de la transition fera tout son possible pour que le maximum d'artisans aient ces kits-là. Et je l'ai dit, appelez les artisans au défi et appelez les gens à la solidarité. Les critères de sélection des bénéficiaires ont été définis en concertation avec les responsables de la Chambre de métiers du Mali. Solidarité Ramadan 2026 à Ségou, tout comme à Gao, les autorités régionales ont lancé l'opération Sungalo Solidarité 2026. Initiée par les plus hautes autorités du pays, cette activité vise à soutenir les personnes vulnérables en cette période de Ramadan et de Carême, tout en renforçant les liens sociaux entre les communautés. Plusieurs kits de rupture de jeûne seront distribués sur différents sites. Reportage Ségou, Hamidou Diallo et à Gao, Aliou Idrissa Maïga.
Cette rupture collective des jeunes sur le site de la grande mosquée de Ségou marque le lancement officiel de l'opération Sungolo Solidarité dans la 4e région. Sungolo Solidarité, une opération initiée par les autorités du pays pour soutenir les populations durant le mois de Ramadan. Notre profonde gratitude au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et au gouvernement pour cette action salvatrice d'accompagner au mieux les populations à bien passer ce mois de Ramadan. Cette opération Sungalo Solidarité se déroule à travers plusieurs activités, entre autres l'organisation des ruptures collectives de jeûne pour 450 personnes par jour durant tout le mois de Ramadan, la distribution de kits de rupture de jeûne et de vivres aux populations. Cette année aussi, le mois de Ramadan coïncide avec les carêmes chrétiens, d'où la communion et la cohabitation religieuse mise en exergue dans cette opération Sungalo Solidarité de Djemdijar dans la région. Ça, c'est un signe fort. Vraiment, c'est une fierté pour les Maliens aujourd'hui, voir que vraiment il n'y a pas de distinction entre musulmans et puis chrétiens. Nous sommes très contents au nom du Haut Conseil islamique. Nous ne pouvons dire que merci au président Assimi Goïta pour ses soutiens. L'assainissement des 3 sites retenus pour la rupture collective, les séances de prière et de bénédiction sont aussi à l'agenda de l'opération Sungalo Solidarité à Ségou. Le tombeau des Askia, situé en plein cœur de Gadey, le 2e quartier de Gao, a servi de cadre à la cérémonie de lancement de l'opération Sungalo Solidarité, une initiative gouvernementale qui vise à soutenir les fidèles musulmans et chrétiens en cette période de Ramadan et de carême. Nous sommes à la 3e édition. L'objectif, c'est manifester la solidarité des plus hautes autorités de notre pays, en l'occurrence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, à l'endroit de toutes les communautés religieuses. Sur les différents sites retenus, plusieurs kits de rupture seront distribués pendant tout le mois de Ramadan. Cette initiative du gouvernement est vraiment salutaire. En cette période de Ramadan, plusieurs fidèles convergent vers les mosquées pour la rupture. Si nos autorités apportent leur aide dans ce cadre, c'est vraiment une bonne chose. Nous ne pouvons que les remercier. L'État a pensé à quelque chose que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a toujours appris. Il nous enseigne que quiconque offre même une tranche de date à quelqu'un pour la rupture du jeûne aura la même récompense que le jeûneur, en fortiori celui qui offre des kits de rupture à des millions de personnes. À Gao, il existe 66 mosquées de vendredi. Elles sont toutes concernées par cette rupture collective. Après la rupture du jeûne, le président du Haut Conseil islamique de Gao, Ousmane Saliou Maïga, qui a dirigé la prière du crépuscule, a demandé aux communautés de prier pour le Mali afin que son développement prôné par les plus hautes autorités puisse être une réalité dans la concorde, la stabilité et la sécurité. Et toujours dans le cadre de l'accompagnement des fidèles, cap sur la capitale de l'Or-Blanc, où les autorités administratives ont effectué des visites dans des magasins de stockage de produits de première nécessité. Objectif, s'assurer de la disponibilité des denrées alimentaires afin de permettre aux musulmans et aux chrétiens d'observer sereinement le jeûne et le carême. Reportage Brahima Koné et Amadou Dolo. Cette année, le mois de Ramadan coïncide avec le carême chrétien. Les autorités régionales visitent certains magasins pour s'assurer de la disponibilité des stocks de produits alimentaires. Le constat, je pense qu'il y a une grande satisfaction. Et nous avons visité 3 magasins et c'est le 3e ici. Et au dire en tout cas des opérateurs économiques que nous avons approchés, il y a un très bon approvisionnement des marchés et en denrées de grande consommation, notamment les céréales, l'huile végétale, le sucre. Donc je pense que ça c'est une grande satisfaction. Pour le moment, les prix des denrées sont jugés abordables. Le message que j'ai à l'endroit des acteurs commerciaux, c'est de les demander de maintenir les prix
fixés pour faciliter l'accès aux produits de première nécessité, ce qui va soulager la population de Koutiala. Pour ce faire, les agents de la direction régionale du commerce et de la concurrence veilleront au respect de ces prix et les cas de non-respect seront sanctionnés conformément à la réglementation. Au regard de ce qui précède, l'on peut se targuer de dire que Koutiala est bien approvisionné en denrées de première nécessité, toutes choses qui devront permettre aux fidèles musulmans et chrétiens de bien accomplir leurs devoirs religieux. Et dans le même élan de générosité, l'ambassade de l'État du Qatar au Mali a lancé l'opération Iftar Ramadan 2026, une initiative de Qatar Charity. Près de plus de 900 familles vulnérables bénéficieront de kits alimentaires d'un coût global de 25 millions de francs CFA. Reportage Ibrahim Kaokonaté et Oumar Koné. Dans un élan de solidarité envers les populations démunies, la République du Qatar, à travers Qatar Charity au Mali, apporte son soutien aux personnes en situation de précarité durant ce mois sacré du Ramadan. L'État du Qatar a placé la solidarité humanitaire et la coopération internationale avec nos frères musulmans au cœur de ses priorités et croit fermement à la solidarité avec nos frères musulmans ne connaît pas de frontières. Et chaque musulman, où qu'il soit, pendant le Ramadan, mérite de vivre en sécurité, en paix et en sécurité alimentaire. 1000 kits alimentaires ont été mobilisés au profit de 987 familles. Ces kits sont composés de riz, du sucre et de l'huile. Ce geste de Qatar Charity est inestimable. Il nous soulage à plus d'un titre. Au nom de notre association AMBHP et à mon nom propre, nous adressons nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple qatari. Cette donation s'inscrit dans le cadre de l'excellente coopération d'amitié et de fraternité entre la République du Mali et l'État du Qatar. Direct Aide au secours de 2600 familles, l'ONG apporte son soutien à ces familles à Bamako et dans 5 autres régions du Mali. Financée à hauteur de 100 millions de francs CFA, cette opération vise à perpétuer la tradition d'entraide en ce mois béni de Ramadan. Reportage Inaba et Moulay Sidibé. 2600 familles vulnérables bénéficient cette année de l'opération Ramadan de l'ONG Direct Aide. Cet appui qui vise à soulager le quotidien de ces familles en cette période de grande consommation est composé de riz, de sucre, d'huile et de pâtes alimentaires. Pour le district de Bamako et le cercle de Kati, 1600 familles sont concernées. Je ne peux même pas dire ce que l'ONG fait comme aide et comme bien pour des écoles, des mosquées, etc. Je suis très contente de cette donation. Chaque année, nous venons recevoir ces kits. Elles nous donnent toutes sortes de produits alimentaires. Ça nous aide beaucoup durant le mois de Ramadan. Cette opération Ramadan, en plus de Bamako et de Kati, va se tenir également dans les régions de Mopti, Bougouni, Koutiala et Banyangara. Le coût total de l'opération est de 100 millions de francs CFA, entièrement financé par le Fonds cohésien pour le développement. Comme l'habitude au sein de l'ONG Direct Aide, ça fait partie du but de sa création dans 30 pays en Afrique. Le mois de Carême, c'est un mois béni, un mois sacré. On demande à tous les bénéficiaires vraiment de s'adapter aux règles de partage. Donc pour qu'on puisse faire ça en temps réel, et tout le monde peut avoir sa part sans difficulté. Le représentant de Direct Aide invite les bonnes volontés à emboîter le pas pour soulager le maximum des familles démunies, surtout en ces moments difficiles. Déjà, Direct Aide, de sa création en 1988 à nos jours, a multiplié ces genres d'initiatives à l'endroit de la population.
Et je le disais en titre, à l'occasion du Ramadan, les marchés connaissent une forte affluence autour des pâtes de bœuf, de mouton. Portée par la demande, la hausse des prix et les négociations, cette spécialité prisée conserve une clientèle fidèle, attachée aux traditions culinaires et populaires. Le grand format de cette édition est signé Draman Sanogo. Sous le soleil, un client tente d'arracher quelques francs de réduction à la revendeuse de pâtes de bœuf. Combien ça coûte? La queue se vend entre 4 000 et 5 000, parfois 6 000 francs CFA selon la taille. Et pour ceux qui achètent en grande quantité, c'est le même prix? Oui, nous aussi, on achète cher chez les grossistes, donc on ne peut pas trop baisser les prix. En ce mois de Ramadan, les pâtes de bœuf et de mouton semblent plus que jamais prisées. Je suis venu acheter des pâtes de bœuf pour la rupture du jeûne. Malgré les prix, chacun essaie de s'y retrouver et d'acheter selon ses moyens. Cette année, les prix sont très élevés. On demande aux revendeuses de revoir leur prix. 3 000 voire 4 000 francs CFA, c'est trop. Les revendeuses dénoncent la hausse des prix en ce mois de Ramadan. Les pâtes de bœuf, de mouton coûtent cher en cette période de Ramadan. Avant le mois sacré, les prix étaient pourtant plus abordables. Aujourd'hui, tout a augmenté. Nous demandons donc aux grossistes de revoir leurs tarifs. Mais nous sommes aussi contraintes de vendre cher, car nous nous approvisionnons nous-mêmes à des prix élevés. Nous vendons les morceaux du museau à 750 francs CFA et la moitié de la tête entre 1500 et 2000 francs CFA. En cette période, la demande est forte. Selon les grossistes, plusieurs raisons expliquent la hausse sensible des prix pendant cette période. Nous vendons les pâtes de bœuf entre 1500, 1750, 2000 francs et jusqu'à 3000 francs. Nous pouvons gagner 15 000 à 20 000 francs par jour. À vrai dire, le marché des bétails de bœuf, de moutons et des queues est particulièrement cher en cette période de forte demande liée au Ramadan. En tout cas, le constat qu'on peut faire est le suivant. Malgré la flambée des prix et les difficultés d'approvisionnement, l'engouement ne fait pas défaut. Comme tous les ans pendant le Ramadan, les pâtes de bœuf et de mouton sont donc incontournables. Changeons de registre pour parler justice et droits humains face à la surpopulation carcérale. Le projet Passerelle a été lancé par Avocats sans frontières Canada en collaboration avec la Tribune Jeune pour le droit au Mali et la Commission nationale des droits de l'homme, financé par l'Union européenne à hauteur de 1,376 millions d'euros, soit plus de 902 millions de francs CFA sur 2 ans. Ce projet vise à renforcer les droits des détenus et à contribuer au désengorgement des établissements pénitentiaires. Compte rendu Adam Maïga. La MCA de Bamako, maison centrale d'arrêt, construite depuis plusieurs années pour accueillir seulement 400 personnes, compte aujourd'hui environ 4200 détenus selon l'ONG Avocats sans frontières Canada. Cette surpopulation carcérale s'ajoute à la durée prolongée des détentions de certains prisonniers. Une situation préoccupante qui inquiète de plus en plus les autorités du pays. La question de la détention est au cœur des priorités de notre département. Elle touche directement à l'efficacité de la justice, au respect des droits fondamentaux et à la crédibilité de l'état de droit. La surpopulation carcérale, la durée prolongée de certaines détentions préventives et les contraintes liées aux infrastructures constituent des défis que nous reconnaissons et que nous nous engageons à relever. Face à ce constat alarmant, Avocats sans frontières Canada, la Tribune Jeune pour le droit au Mali et la Commission nationale des droits de l'homme ont décidé de prendre les taureaux par les cornes à travers la mise en œuvre du projet Passerelle. Ce projet est né d'un processus de consultation des acteurs et actrices clés dans le secteur et aussi d'un constat partagé. Et notre intervention s'articule autour d'un objectif principal: renforcer la protection des droits des personnes détenues, contribuer au désengorgement de la MCA, tout en appuyant la mise en œuvre effective des réformes engagées, en faveur du respect des droits humains et des personnes détenues. Au terme de ce projet, nous souhaitons un meilleur accès à l'information et à l'assistance juridique pour les personnes détenues et leurs familles. Ce projet vient s'ajouter aux efforts remarquables de nos autorités. Les innovations majeures du Code
pénales telles que les bracelets électroniques en sont les illustrations parfaites. À travers le projet Passerelle, les partenaires espèrent insuffler une nouvelle dynamique au système pénitentiaire malien en favorisant la réduction de la surpopulation, l'accélération des procédures judiciaires et le respect des droits fondamentaux des détenus. À présent, le contenu de ce communiqué relatif au droit à la sécurité. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, suit avec inquiétude et exprime sa vive préoccupation par rapport à la recrudescence de l'insécurité, notamment sur les axes routiers, se traduisant par des actes d'enlèvement visant les populations civiles et les agents publics, au regard notamment de la Constitution du 22 juillet 2023, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La CNDH dénonce les violations, abus récurrents des droits et libertés fondamentaux, notamment les droits à la vie, à l'intégrité physique, à la sécurité, à la liberté d'aller et venir. La CNDH invite la population à collaborer activement avec les forces de défense et de sécurité en signalant toute situation suspecte et en respectant les consignes de sécurité avant de contribuer à la prévention des actes criminels. Pour la CNDH, la protection des droits de l'homme est une responsabilité partagée. Après 3 ans de mise en œuvre, le projet de lutte contre la corruption et pour la bonne gestion des finances s'achève au Mali. Plus de 1500 jeunes étudiants, membres de la société civile et élèves fonctionnaires ont été formés au mécanisme de gestion des finances publiques et à la lutte contre la corruption. Compte rendu, Djemba Moussa Konaté. Le projet de lutte contre la corruption et pour la bonne gestion des finances PROLAC GFP qui vient de prendre fin vise à soutenir notre État dans ses initiatives de lutte contre la corruption au Mali. En 3 ans de mise en œuvre, ce projet de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, financé par l'Union européenne, a permis de former plus de 1500 jeunes sur la notion de corruption. Pour les initiateurs du projet, la corruption est un obstacle majeur au développement durable, à la justice sociale et à la stabilité institutionnelle. Nous espérons que l'espace sera davantage ouvert entre les différents acteurs, des espaces de redevabilité par exemple, où des acteurs, divers acteurs, institutions, organisations de la société civile et partenaires techniques et financiers se retrouvent pour essayer de parler de la redevabilité. Une lutte efficace contre la corruption suppose l'existence d'une demande sociale forte en faveur de la transparence et de la redevabilité. Elle requiert une société civile active, des espaces de débat ouverts et des citoyens capables d'exercer un regard critique sur la gestion des affaires publiques. La démarche des membres de la Fondation consistait à promouvoir une culture de l'intégrité et de faire de la corruption un phénomène socialement inacceptable dans notre pays. PROLAC a quand même joué sa partition, a essayé de poser un espace de sensibilisation, d'information sur la bonne gestion des finances publiques, en estimant que bien gérer déjà l'argent public est déjà un point de départ de lutte contre la corruption, parce que là il s'agit de la caisse commune qui appartient à tous les Maliens. Ce sont près de 1500 jeunes qui ont été formés à travers plus de 50 séminaires, auxquels s'ajoutent de nombreux participants ayant pris part aux universités d'été, organisés en format hybride, mais animés par le même esprit d'approfondissement et de dialogue autour de thématiques essentielles. La Fondation entend orienter ses futures interventions vers des approches concrètes pour bâtir des actions inclusives. Et l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle a tenu à Bamako la 13e session de son conseil d'administration. Le budget prévisionnel 2026 est fixé à 500 millions de francs CFA et en légère diminution de 0,5% par rapport à l'année précédente. Le point avec Fanta Mamanientao. L'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle se présente comme maillon essentiel du système de formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat au Mali. La structure, qui tient sa 13e session ordinaire, compte donner plus d'élan à sa vision. L'analyse et l'adoption des rapports des activités financières 2026 étaient les points soumis aux administrateurs.
Le projet 2026, c'est un projet qui vaut 518 millions d'euros, 43 francs CFA à peu près. Donc nous avons été beaucoup plus réalistes compte tenu de tout ce qui est difficulté qu'on a connu en 2025 qui pourrait se projeter sur l'année 2026. Nous avons revu un peu le budget à la baisse pour qu'on puisse être le plus réaliste possible. Une diminution de 0,91%, moins d'1%. La perspective de cette année pour l'UNEFOR, c'est de relever un certain nombre de défis. L'UNEFOR envisage cette année 2026 de mener des activités et à dégager des perspectives heureuses pour la structure. La prospection en direction de nouveaux partenaires potentiels, les démarches entreprises auprès des fêtières du secteur privé et des collectivités, ainsi que la poursuite des partenariats établis permettent de se projeter dans la nouvelle année avec espoir. J'engage l'UNEFOR à être plus entreprenant et mener les activités nécessaires pour générer les ressources indispensables à son fonctionnement correct. Le département compte sur votre expertise et votre engagement pour que cet institut soit une institution de référence capable d'impacter durablement l'avenir du Mali. Avec des réformes ambitieuses et une gouvernance renforcée, l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle s'engage à jouer un rôle clé dans la formation professionnelle pour l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Un nouveau cap à atteindre en perspective. Et du côté de l'OPIB, le budget 2026 s'élève à plus de 972 millions de francs CFA, en baisse par rapport à l'exercice précédent. Malgré cette régression, l'ambition demeure dépasser la production de l'année écoulée. La 29e session ordinaire a permis d'examiner le procès-verbal de la précédente session et les rapports annuels de performance 2025-2026. Reportage Adama Traoré. Les administrateurs de l'Office du périmètre irrigué de Banguineda, OPIB, se sont réunis à la faveur de la 29e session ordinaire. Il ressort que le budget pour 2026 est en nette régression par rapport à celui de l'année écoulée. L'OPIB propose un budget équilibré en recettes et en dépenses qui se chiffre à 992 300 500 francs CFA contre 1 395 211 302 francs CFA en 2025, soit une régression de 29%. On a deux budgets, on a le budget de l'État, aussi on a le budget des fonds propres, les ressources propres. On a beaucoup progressé au niveau des ressources propres. En 2026, dans notre projection, le budget a augmenté à 43%. Les programmes d'activité pour l'année 2026 s'articulent autour des objectifs stratégiques. Ces objectifs stratégiques se traduiront, entre autres, par l'aménagement de 7,5 hectares de jardins maraîchers, la réhabilitation et l'équipement de 2 centres multifonctionnels, la fourniture de matériel agricole et des semences maraîchères. Les représentants des producteurs a souligné quelques préoccupations. Nous demandons à l'OPIB de rester sur sa dynamique afin de booster la production de cette année jusqu'à 5 tonnes à l'hectare. À titre de rappel, l'Office des périmètres irrigués de Banguineda a pour mission la promotion et le développement irrigué des périmètres hydro-agricoles de Banguineda. Il est également chargé de contribuer à l'amélioration de la production agricole et d'assurer la promotion des paysans. Actualité AES à présent, direction le Niger, en mission à l'intérieur du pays. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, le colonel-major Kimba Taïrou, a entamé une série de visites à Kirmenkoni dans la région de Taoua. Compte rendu James Didier.
Cette tournée nationale vise à renforcer la mobilisation générale, à consolider la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et à transmettre aux hommes engagés sur le terrain toutes les félicitations et les encouragements du chef de l'État pour les multiples exploits à rester contre les forces du mal dans le cadre de la défense de la patrie. Dans la matinée du dimanche 22 février 2026, le colonel-major Tahirou Kimba s'est rendu à la brigade territoriale où les honneurs militaires ont été rendus par un détachement à la section en présence du commandant de la Légion de la gendarmerie nationale de Tawa, le lieutenant-colonel Ali Mahaman. Au cours de cette visite, le haut commandant a rencontré les associations des retraités ainsi que celles des épouses des gendarmes. Les échanges ont porté sur plusieurs préoccupations majeures, notamment la mutuelle, la mobilisation générale et le rôle crucial des familles dans le soutien moral des troupes sur le terrain. Poursuivant son programme, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le colonel-major Tahirou Kimba, en présence du préfet du département de Benin Koni, a présidé une importante réunion d'échange et de partage d'informations avec les membres du conseil départemental de sécurité élargi au cadre de commandement. On peut dire que la situation est calme par rapport au mois de janvier et début mois de février. Et nous espérons que ce calme va continuer. Donc c'est l'occasion aussi de lancer un appel à la population de Koni pour continuer la collaboration qu'on a initiée avec les forces de défense et de sécurité pour que ce verrou Koni tienne bon pour la sécurité de notre pays et de l'AES en général. Au terme de cette réunion, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le colonel-major Tahirou Kimba, s'est satisfait des échanges et des efforts consentis sur le terrain. Il a exhorté les membres du conseil départemental de sécurité à maintenir le cap jusqu'à la victoire finale contre les forces du mal dans le cadre du combat pour la souveraineté nationale et l'indépendance du Niger. Et au Burkina Faso, les autorités régionales ont procédé au lancement officiel de la mise en vente des produits Fasoyar à Kaya. Objectif, permettre aux populations d'accéder à des produits de grande consommation à des prix abordables en cette période de pénitence religieuse. Martin Ouedraogo pour le reportage. Les opérations de vente des produits de Fasoyar sont lancées à Kaya. Dans ce magasin, des denrées de grande consommation s'y trouvent. Il s'agit d'abord du sucre, de l'huile et des jus. Ces produits vendus à des prix étudiés demeurent une action du gouvernement pour permettre aux consommateurs d'en payer en cette période de pénitence religieuse. Nous sommes à une période charnière en ce qui concerne les jeunes au niveau de la communauté catholique et de nos frères et sœurs musulmans. Et je pense que cette initiative, en tout cas, va beaucoup faciliter la mise en œuvre vraiment de la foi des uns et des autres, mais aussi de l'ensemble de la population que nous voulons d'ores et déjà vraiment inviter à prendre d'assaut ces différents points de vente de la région. La vente des produits de Fasoyar suit un processus. Elle est conditionnée sur présentation de la carte nationale d'identité burkinabé, le choix du produit à payer par le client, puis le paiement de l'argent par le client via les plateformes numériques ou en espèces. Là où il faut aussi féliciter Fasoyar, nous avons déjà en tout cas toute la gamme des produits. L'essentiel est là. Nous osons espérer qu'en tout cas les dotations qui nous ont été prévues, qu'on puisse vraiment les satisfaire afin que la population en tout cas soit soulagée. Je suis vraiment content de cette initiative du président du Faso. Cette volonté va vraiment nous soulager. J'ai payé mes produits dans la tranquillité. J'invite les populations à venir payer les produits à Fasoyar. La Ligue des consommateurs de la région de Koulsi, représentée à cette cérémonie de lancement, apprécie l'action gouvernementale, mais suggère l'ajout du riz et du maïs dans ce magasin du Fasoyar à Kaya. Retour à l'actualité nationale. 200 jeunes formés en entrepreneuriat, leadership et culture juridique ont reçu leur attestation à Bamako et à Kabbalah. Organisé par Action Jeunes avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Mali, l'atelier vise à accompagner les porteurs de projets dont les 10 meilleurs bénéficieront d'un financement. Reportage à Fademba Keita. Après plusieurs séances de formation et d'échanges sur 4 modules et avoir acquis des solides notions sur l'entrepreneuriat, les 200 jeunes participants aux différents ateliers reçoivent leur attestation. Ils sont maintenant aptes à monter et à piloter des projets porteurs.
La projection met à nu les activités menées au cours des différentes sessions. La formation portait sur l'entrepreneuriat, les outils pour qu'ils puissent démarrer leur entreprise et structurer leur entreprise, le leadership, comment eux-mêmes en tant que jeunes ils peuvent avoir une position importante dans leur communauté et aussi au sein de leur entreprise, et aussi tout ce qui est culture juridique, s'ils doivent entreprendre au Mali, comment ils doivent s'y prendre sur le plan juridique, fiscal et social. On nous a appris déjà à être de bons entrepreneurs, aussi à connaître bien le domaine du législatif, de la juridique et tout. On a eu à apprendre beaucoup de choses. En tout cas, je suis vraiment satisfaite de la formation. Et voilà. Mon projet déjà, c'est la transformation agroalimentaire. Du coup, j'aimerais vraiment mettre en pratique les conseils que j'ai appris à cette formation pour pouvoir développer mon projet. Conformément aux valeurs fondatrices des États-Unis, l'égalité de droits et l'esprit d'entreprise, l'ambassade des États-Unis au Mali invite les jeunes formés à plus d'engagement patriotique. D'abord, nous avons lancé un appel à candidature pour les jeunes entrepreneurs que nous avons sélectionnés. Et ensuite, ils ont suivi des formations pratiques et intensives au niveau du centre américain et puis au niveau du American Corner à Kabbalah sur l'entrepreneuriat et puis aussi sur les connaissances juridiques au Mali. Action Jeune a été un partenaire impeccable et nous espérons continuer la collaboration avec eux. Après cette clôture officielle, la phase de formation sera lancée, celle qui consiste à accompagner les 10 entrepreneurs sélectionnés, meilleurs porteurs de projets. À Tombouctou, une seule liste était en lice pour l'élection des membres consulaires de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie. Il s'agit de celle du président sortant, El Hadj Firoun Maïga. Sur 31 inscrits, 29 ont voté. Les autorités ont salué le bon déroulement du scrutin. Reportage Najim Baba Sissé et Hassan Aïdara. À cette élection des membres consulaires de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou, une seule liste a été enregistrée par la commission, celle du président sortant El Hadj Firoun Maïga. Un choix issu d'un consensus entre les différents acteurs du secteur privé a opté pour la continuité. Ils sont 31 inscrits, répartis en 3 sections, industrie, commerce et services. Le bureau de vote a ouvert à 8h00 pour fermer à 18h. Tout s'est déroulé à la perfection selon les différents responsables. Le scrutin s'est déroulé dans la plus grande tranquillité et il n'y a pas eu d'incident, aucun incident. Et le vote a eu lieu encore une fois dans le calme. Les électeurs sont sortis, ils étaient nombreux parce que nous avons eu 31 inscrits. Donc sur les 31 inscrits, il y a eu 29 votants. Seulement 2 personnes ne sont pas venues voter. Nous avons suivi le processus de bout en bout. Et vraiment, nous enrichissons des conditions dans lesquelles cela s'est déroulé et que tout s'est bien passé sans incident. Et dire que très franchement, nous allons aussi continuer pour que le reste alors, puisse se passer dans les meilleures des conditions jusqu'aux proclamations définitives des résultats. Les regards sont désormais orientés vers le processus de validation et d'installation du nouveau bureau. Dans un contexte sécuritaire et climatique contraignant, la 3e édition de la foire de l'échalote et de l'oignon de Bandiagara s'est tenue dans un format réduit mais avec une détermination intacte. Autorités, producteurs et partenaires ont réaffirmé leur engagement pour la relance de cette filière stratégique, pilier de l'économie locale. Reportage Agibou Koulibaly et Mohamed Koulibaly. À Bandiagara, au cœur d'un contexte difficile, producteurs, autorités et partenaires ont uni leurs forces pour faire de cette 3e édition de la foire de l'échalote oignon un acte de résilience collective. Au nom de tous les producteurs, transformateurs, commerçants et distributeurs de la filière échalote oignon, d'avoir organisé avec éclat la 3e édition de la foire échalote oignon de Bandiagara-Diaba. Cependant, la campagne agricole 2025-2026 n'a pas été facile pour les acteurs. Mais malgré cette dure situation, nous nous sommes engagés à produire avec perte notamment pour apporter notre contribution et notre soutien à la transition malienne et aux actions de développement
de la zone AES. Banyangara, c'est la deuxième région de production d'échalotes oignons au Mali, après l'office du Niger. Mais les conditions sont dures. Cette année, nous avons vécu des aléas éco-insécuritaires, ce qui a beaucoup affecté les productions. Pour une prévision de 2295 hectares, nous attendons 103 780 tonnes. Si tous les rendements sont atteints, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il ne serait pas aussi évident que cette production soit atteinte malgré l'effort que les producteurs et les productrices sont en train de fournir. Le gouverneur a rappelé que cette édition confirme la notoriété grandissante de la foire, désormais perçue comme un levier essentiel de relance économique. Cette foire représente bien plus qu'un simple événement commercial. Elle constitue un véritable levier de relance de l'économie locale. Nous devons plus que jamais nous fixer des objectifs ambitieux et durables afin d'améliorer les conditions de vie de nos producteurs. La visite des stands par le gouverneur a mis un terme à cette troisième édition de la foire de l'échalote oignon. Au-delà des chiffres, l'événement aura surtout démontré la résilience exemplaire du monde rural de Banyangara, déterminé à faire de cette filière un moteur durable de sécurité alimentaire. À présent, un regard sur la santé. Le ramadan, au-delà de sa dimension spirituelle, comporte des vertus sanitaires, repos de l'organisme, détoxication et régénération. Cependant, certaines personnes, en raison de leur état de santé, sont dispensées de jeûne. À découvrir dans Focus Santé avec Koumba Sissé et Omar Katraori. Nous sommes au mois de Ramadan. Accomplir le jeûne est un devoir religieux pour les musulmans. Selon les spécialistes de la santé, si la pratique a des avantages sur la santé des populations, elle a aussi des inconvénients. C'est pourquoi, avant de commencer le jeûne, certains préalables sont nécessaires. Il y a une phase préparatoire avant même que le jour du jeûne commence. Donc, l'organisme doit être préparé à subir une certaine épreuve qui n'est pas habituelle. 4 à 5 jours avant d'entamer le jeûne, les jeûneurs doivent diminuer, voire même arrêter la consommation de protéines animales, doivent arrêter de consommer les produits laitiers. Mais surtout, il faut, pendant cette phase préparatoire, boire au moins 2 à 3 litres d'eau entre les repas. En dehors de la pratique religieuse, le jeûne a beaucoup de vertus sur le plan médical. Une des vertus du jeûne, c'est de pouvoir reposer l'organisme. Deuxième vertu, ça c'est de détoxiquer l'organisme. L'autre vertu du point de vue médical, c'est que le jeûne permet la régénération de l'organisme. Quand on jeûne, on apprend à perdre l'appétit. Le jeûne améliore la sexualité. Le jeûne améliore le sommeil. Le jeûne permet de diminuer l'anxiété et l'irritabilité. Ce qui est beaucoup recommandé à la rupture du jeûne, c'est la consommation des boissons, puis celle des aliments solides. À la coupure du jeûne, là, il faut aller avec des aliments relativement liquides, mixés et éventuellement solides. Donc ça, c'est une procédure qui est tout à fait importante. La phase de réintégration alimentaire va consister à introduire de façon graduelle les protéines animales, à introduire les produits laitiers, mais de façon graduelle, et aussi à conserver une bonne hydratation. Donc boire beaucoup d'eau. Pour éviter tout risque, certains groupes d'individus ne doivent pas observer le jeûne. Les femmes enceintes ne doivent pas jeûner. Les femmes allaitantes ne doivent pas
gêner. Les personnes qui ont ce qu'on appelle des troubles comportementaux alimentaires et les patients, les personnes qui sont cachectiques, c'est-à-dire qui ont une maigreur excessive, doivent ne pas jeûner. Quand on a une insuffisance cardiaque globale ou une insuffisance cardiaque avancée, ce n'est pas bon de jeûner. Lorsqu'une personne a une insuffisance rénale, il en existe deux types, l'insuffisance rénale organique et l'insuffisance rénale qui est dite fonctionnelle. Mais je voudrais souligner le cas de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Lorsqu'elle n'est pas sévère, on peut jeûner. Donc, tous ceux qui souffrent de problèmes de calcul rénal doivent s'abstenir de jeûner. Naturellement, les personnes âgées. L'âge doit être apprécié de façon quantitative et de façon qualitative. Ceux qui ont des maladies du foie à un stade avancé. Les diabétiques, les personnes qui sont sous insuline, il n'est pas conseillé de leur recommander ça. Les personnes qui souffrent aussi du fameux ulcère gastrique doivent passer des examens médicaux avant de jeûner. Les personnes ayant un ulcère gastro-duodénal authentifié endoscopiquement ne doivent pas jeûner. L'estomac est un organe qui naturellement produit de l'acidité. Et quand on a une plaie, un ulcère au niveau de l'estomac, une plaie, forcément, quand on a le ventre vide, l'acidité va aller impacter sur la muqueuse. Non seulement ça peut entraîner un retard de cicatrisation, mais ça peut aggraver. Il est à noter que toute personne malade qui prend des médicaments au moins 3 fois par jour ne doit pas jeûner pendant la période de traitement. Voilà, tout est clair maintenant avec Focus Santé. 3 nouveaux ouvrages viennent enrichir le paysage éditorial malien. Inégalité et développement humain, le Mali à la croisée des chemins. Cet ouvrage analyse les défis des inégalités et du développement humain sous l'angle de la durabilité en mettant l'accent sur l'équité et la justice sociale. Le second, décentralisation de l'éducation et orpaillage au Mali, enjeux et perspectives de la fréquentation scolaire, explore les répercussions de l'orpaillage sur la scolarisation, notamment l'accès, le maintien et la qualité de l'éducation. Et de l'aube au crépuscule d'un siècle propose une médiation sur le passage du temps entre mémoire et avenir, portée par une quête spirituelle et humaine nourrie d'un riche héritage intellectuel. Un commentaire de Sidiki Diala. 3 nouveaux livres sont disponibles dans les librairies maliennes. Le premier ouvrage, intitulé Inégalité et développement humain, le Mali à la croisée des chemins, est coécrit par Dr Alfousseni Amadou Maïga et Dr Dramane Lassana Traoré, édité par l'Armata Mali. Ce livre de 234 pages analyse la problématique des inégalités et du développement humain au Mali dans une perspective de durabilité. Dans le contexte du XXIe siècle, les inégalités constituent une préoccupation majeure tant au niveau national qu'international. L'ouvrage explore les fondements théoriques et conceptuels des inégalités économiques et sociales en mettant l'accent sur les principes d'équité, de justice sociale au cœur des politiques publiques maliennes depuis l'avènement des stratégies de lutte contre la pauvreté. Les auteurs invitent à une réflexion approfondie sur les choix stratégiques à opérer pour un développement plus exclusif et durable. Le deuxième ouvrage, Décentralisation de l'éducation et orpaillage au Mali, enjeux et perspectives de la fréquentation scolaire, coécrit par Sidou Loua, Idriss Souiba Traoré et Kewale Togola, également publié par l'Armata Mali. Cet ouvrage de 126 pages s'intéresse aux impacts de l'orpaillage sur la scolarisation dans plusieurs localités du pays. L'orpaillage, source d'importantes de revenus pour de nombreuses familles dans les cercles de Kangaba, de Kenyeba et Niena, expose des écoliers à des vulnérabilités significatives. Il perturbe l'accès et le maintien à l'école, affectant ainsi la qualité des enseignements, apprentissage. À travers une approche à la fois quantitative et qualitative, les auteurs proposent
propose un panorama détaillé des enjeux liés à la fréquentation des sites d'orpaillage par les élèves tout en esquissant des pistes de réflexion pour une meilleure articulation entre décentralisation éducative et réalité socio-économique locale. Enfin, le roman de l'aube au crépuscule d'un siècle, signé par Amadou Touré, s'inscrit dans une dynamique de transmission et de mémoire, construit sous forme de conversation avec Amadou Ampateba. À travers ces 67 pages, le roman retrace une véritable quête de Dieu et de l'homme, tout en réaffirmant un serment de fidélité à l'enseignement de Thierno Bouakar, le sage de Bandiagara. L'auteur met en lumière les valeurs spirituelles, morales et culturelles qui ont guidé l'œuvre et la vie d'Amadou Ampateba. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidèle attention. Excellente soirée à toutes et à tous. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'actualité mois de Ramadan. Pensons aux plus démunis. Bonne fin de soirée à tous.